Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de news de la bulle crypto. Nous sommes en direct avec Francis. Salut. Et nous sommes le 10 juin 2018. Et on commence avec les listings. Ouais, donc pour cette semaine, les listings, c'est quand même court. En fait, il y a le listing de Sia Coin sur OKEx le 11 juin. Et après ça, on a deux listings sur Bitpanda, qui est Komodo le 12 juin et IOTA le 14 juin. Donc, on passe tout de suite à la première nouvelle, qui est l'IMF contre le Bitcoin. Si vous en avez entendu parler, en fait, c'est le vice-président du département des marchés monétaires et des capitaux qui a signifié dans un article publié dans les Finances et Développement que les banques centrales doivent proposer des meilleures monnaies pour faire face, en fait, pour presque combattre les crypto-monnaies. Donc, l'article qui est apparu dans le trimestriel du FMI, qui avait un titre vraiment qui voulait dire ce qu'il voulait dire, là, c'est les cryptos peuvent réduire le besoin des banques centrales, donc du fait de vouloir les combattre. Il a proposé l'adoption de certains concepts de la crypto afin de réduire la pression compétitive des cryptos sur les fiat. Entre autres, il parlait de donner l'idée aux banques, en fait, de pouvoir créer leur propre crypto-monnaie. Comme ça, au moins, ça serait déjà plus compétitif pour eux. Vraiment comme combattre le feu par le feu, donc. Voilà. Puis de faire appel aussi à une application un peu plus rigoureuse pour les réglementations sur la crypto. Ce que je trouve quand même pertinent et intéressant dans ce débat-là, c'est que présentement, le monde de la crypto-monnaie, c'est quand même vraiment, vraiment petit. C'est 1%, je crois, de la population qui en possède. Mais il y a déjà un probable combat de dire « Ah, ben là, il faudrait peut-être commencer à y penser plus sérieusement, puis de dire hey, c'est peut-être plus sérieux, donc essayez déjà de vous combattre, puis d'essayer de trouver des manières de les bloquer, parce que ça se peut que ça soit plus gros que qu'est-ce qu'on pensait. » Donc, Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que le gouverneur de la Banque centrale de l'Angleterre qui avait signifié il y a pas très longtemps que justement ça l'inquiétait pas trop les cryptos, que c'était trop petit de toute manière et qu'il ne voyait pas dans un court moyen terme aucune concurrence entre les monnaies fiat et la crypto. Là, on voit quelque chose de différent. Là, on parle du Fonds monétaire international qui justement travaille très très proche, de manière très très proche avec le reste des banques centrales, qui directement, déjà, les propos de Lagarde, fight fire with fire, on va combattre le feu avec le feu. Donc déjà, ils considèrent que la crypto, c'est pas un truc positif, quoi. Il y a rien de positif dedans. Il faut le combattre. C'est quelque chose d'horrible. En tout cas, c'est ce qui ressort justement des déclarations de Christine Lagarde, donc du FMI, ainsi que de Dong He, le gars qui a justement écrit cet article-là. Ouais, puis en plus, le fait est que, tu sais, ils disent qu'il n'y a rien de positif, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'y a rien de positif dans les cryptos? C'est plus parce que dans le fond, ils voient vraiment, tu sais, les banques, le système bancaire et tout, c'est un énorme statu quo qui dure depuis des années. Maintenant qu'ils voient qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait remplacer la monnaie normale, c'est sûr que ça vient jouer dans leur plate-bande. Fait que, ouais, peut-être qu'ils voient le danger qui s'en vient tranquillement, mais là, que finalement, au début, mais c'était partagé quand même, parce que je me souviens avoir lu un article qui disait que quelqu'un qui était très important dans le monde de la finance au Canada, c'était un des trois sujets qui l'empêchaient de dormir le soir, et un était la crypto-monnaie. Donc, on voit quand même que lui, peut-être qu'il l'avait vu venir, ou en fait, lui, peut-être qu'il l'exprimait plus que les autres, mais on voit que tranquillement, ça commence quand même à être un sujet important. En tout cas, ça va, dans les prochaines années, on va vraiment le voir. On a même un use case du fait que... Ouais, mais je veux juste... Ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi. Mais juste un peu continuer là-dessus, c'est parce que là, justement, il disait aussi, donc, combattre le feu avec le feu, c'est aussi une manière pour eux, on va récupérer les aspects technologiques, qu'est-ce qui fait que, justement, la crypto, ça attire les gens, et on va les adopter pour essayer de faire de la concurrence. Mais jamais il n'est dit, on va essayer d'améliorer
comment fonctionne la fiat, comment est-ce qu'on crée le mécanisme, comment gérer le mécanisme d'inflation, ou même si ces choses entre guillemets technologiques qu'ils voudraient donner au fiat, pourraient rester à la fin. On dirait que justement ils voudraient juste entre guillemets concurrencer la crypto, rajouter des aspects, je sais pas, peut-être des transactions encore plus rapides, encore moins chères, et ensuite tout lâcher. Mais en tout cas, juste tout lâcher justement après. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai que il y a pas mal de banques centrales qui ont déjà annoncé poser des brevets, entre autres, et qui annoncent expérimenter avec la blockchain, mais rien, pour l'instant, n'est prévu à moyen ou à long terme, parce que personne, même si ils se disent on va essayer de faire des tokens, des trucs comme ça, personne se dit justement qu'aucune banque centrale n'a d'idée sur comment implémenter ça. Non, c'est ça. Puis je trouve que aussi que juste je peux rajouter ça, c'est que si il y a une banque qui va créer une crypto, ben ça serait un peu leur donner raison. Tu sais, ça serait de dire ouais, finalement c'est peut-être une bonne idée. Donc tu sais, je trouve que oui, ils peuvent l'implémenter puis dire ok, on va faire une crypto de la banque Desjardins ou peu importe, ou tu sais, même une monnaie d'un pays, mais c'est vraiment leur donner raison au débat qui dure depuis un petit bout, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils hésitent un peu. Ouais. En tout cas, c'est pas, il n'y a pas justement en tout cas, les cryptos ne subissent pas de l'attaque seulement des banques centrales et du Fonds international, et c'est aussi les banques normales. On va parler justement d'un cas qui nous touche, nous qui sommes domiciliés donc au Canada. Pour acheter de la crypto, il faudrait donc utiliser l'un des choix qui est le plus utilisé pour nous, c'est CoinSquare, donc qui est une compagnie canadienne et qui proposait jusqu'à il y a pas très longtemps donc un système de paiement instantané via internet qu'on appelle Interac. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique au Canada. Depuis maintenant quelques semaines, justement, c'est désactivé. Et d'ailleurs, bien avant ça, justement, il y avait les options de crédit, donc on pouvait plus payer par carte de crédit, dont c'est sur CoinSquare. Et d'ailleurs, aujourd'hui, actuellement, si jamais on veut utiliser CoinSquare, on ne peut utiliser juste le e-transfer, qui peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant d'être crédité justement sur CoinSquare. C'est pas justement unique au Canada, je veux dire, c'est que ça fait pas très longtemps, ça fait quelque temps maintenant qu'on voit des gens qui disent qui rapportent un peu partout que les banques interdisent l'utilisation de leur compte pour acheter de la crypto. Déjà, ça pose la question de la légalité là-dessus, parce que alors déjà sur le côté crédit, il y a peut-être un argument qui est fait, parce que là tu utilises un service de la compagnie pour pouvoir t'acheter quelque chose, c'est-à-dire tu empruntes de l'argent pour directement déposer chez quelqu'un, en l'occurrence les cryptos. Et là, il y a peut-être un argument qui peut être fait sur l'argument qui peut interdire l'utilisation de la crypto. Mais c'est un cas unique. Ça arrive nulle part ailleurs. Néanmoins, dans le cas du débit, c'est-à-dire utiliser son propre argent qui est stocké chez Coinbase, là justement on se pose vraiment la question de la légalité de ces choses-là. Je sais que il a déjà été question que des procès qui vont être intentés pour justement arrêter cette interdiction des banques d'utiliser notre argent pour acheter de la crypto. Parce que en dehors de ça, en dehors des banques, il y a un cas un peu spécifique, c'est celui de PayPal. PayPal, c'est un service qu'on peut créditer. Donc PayPal utiliser sa carte, mais directement là-dessus pour pouvoir acheter des choses sur Internet. Maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Je pense que tout le monde sait ce qu'est PayPal. Néanmoins, il y a un truc qui est là-dessus, c'est que PayPal t'interdit d'utiliser son service si c'est pour acheter par exemple des armes à feu sur Internet. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu du mal, aux États-Unis, c'est normal d'acheter des armes à feu sur Internet. Il y a aussi, on peut pas acheter de produits qui contiennent de la nicotine ou ou du cannabis, même si dans l'état en question, le cannabis est légal. Donc
Ça, c'est le cas de PayPal qui t'interdit un service, et ça, c'est légal, le fait qu'ils t'interdisent d'utiliser un service. Mais c'est dû, en fait, comment ça fonctionne PayPal d'un pays à l'autre. On crédite de l'argent, mais ensuite, c'est PayPal qui achète pour nous. C'est un système un peu bizarre, donc ils s'en tirent un peu. Là, dans le cas de la banque, je sais pas, c'est quand même assez unique. J'ai jamais entendu parler d'autre chose que dans la crypto où les banques vont interdire, à moins évidemment que ce soit quelque chose qui soit interdit, comme par exemple des banques qui interdisent de faire des transferts d'argent dans des pays qui sont frappés par des sanctions, comme maintenant que l'Iran va devoir reprendre des sanctions par les États-Unis, ou même il y a jusqu'à maintenant il y a aussi la Syrie ou la Corée du Nord. Donc voilà. Non, c'est sûr. Puis là, dans le fond, je viens d'aller vérifier juste pour confirmer, tu sais, sur CoinSquare, dans le fond, pour faire l'Interac Online. Avant, il y avait 6 banques. Maintenant, on est rendu à 3. Donc, il y a BMO, TD, Scotia qui le permettent. Donc, déjà 3. Tu sais, ça veut dire qu'eux, ils ont communiqué avec CoinSquare ou peu importe comment ils ont fait, mais ils ont dit, nous, on le fait plus. Puis le fait est que Interac Online, c'est pas un service qui a été créé pour les cryptos. Là. C'est un service qui existait avant, qui était déjà fait. Donc, c'est vraiment une coupure qu'ils ont créée. Là. C'est pas quelque chose qui ont dit finalement on le fera plus. C'est vraiment qui ont appelé, qui ont dit ok, nous il n'y aura plus de transactions avec nous. Donc c'est vraiment dédié spécifiquement pour ça. Là. C'est ça, c'est un peu comme si tu allais au supermarché et que tu payes tes courses avec ta carte et à la fin on te dit mais en fait tu peux pas payer pour les bananes avec ta carte, on est désolé. Ouais. C'est un peu ridicule. Non, mais il y a quand même un truc assez intéressant là-dessus, c'est que parmi les banques qui t'interdisent de faire ça, il y a la RBC et la Banque Royale du Canada. Et la Banque Royale du Canada, c'est aussi un partenaire de Ripple. Cette semaine, le CEO de Ripple, il avait dit, en somme, attendez-vous à ce qu'il y ait des dizaines d'établissements bancaires qui vont utiliser notre service d'ici la fin de l'année 2018. On voit ça, on voit quand même que c'est plus ou moins hostile à la crypto, mais on voit quand même qu'ils participent avec Ripple. On se remémore un peu ce que dit justement Lagarde. Et là, justement, on se demande, il y a quand même moyen de se demander si Ripple, c'est pas un peu un cheval de Troie dans la crypto, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, ils disent, on va accepter les cryptos, mais on va prendre Ripple. Mais on sait très bien que Ripple, c'est pas la monnaie la plus aimée dans le monde des crypto-monnaies, donc, ouais. Oui. C'est sûr que déjà, côté décentralisation, ça passe... On va accepter les crypto-monnaies, mais on va prendre celle qui est la moins décentralisée, en fait, qui l'est pas du tout. C'est ça. Ouais. Donc je me demande si d'ici pas très longtemps, on va commencer à avoir une espèce de match crypto contre crypto. Ouais. Donc, avec d'un côté des cryptos à la Ripple et de l'autre, tout le reste, quoi. Mm-hmm. Enfin. Ouais, ce qui est bien, par contre, c'est que s'il y a un match comme ça, au final, Ripple, vu que c'est complètement centralisé, c'est la seule personne qui fait en sorte que ça fonctionne, c'est les propriétaires de l'entreprise. Tandis que toutes les autres, dans le fond, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui drive les cryptos, c'est pas mal la communauté. Donc ça va être un match. Dans ma tête à moi, c'est plus facile de faire tomber un point central que toute une décentralisation, dans le fond. Ouais. Ça va être à voir. Ok. Ouais, fait qu'on va passer à la troisième news. Ouais, en fait, juste avant, on aimerait quand même présenter un peu OCDA, qui est l'un de nos sponsors. Et donc là, on va faire un petit interlude. On va vous allez entendre un peu parler de OCDA. OCDA, une firme experte en services web et mobile basée à Montréal, qui s'intéresse aux solutions blockchain et aux crypto-monnaies. Salut Sébastien, tu es développeur chez OZDA et tu es aussi à la tête du CryptoFund. Peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus ? Salut Adrien, en effet, il y a quelques semaines, Martin, le fondateur d'OCDA, a décidé de créer une enveloppe dédiée à l'investissement dans des projets blockchain intéressants, sans aucune obligation de résultat. Anna, avec une collègue, et moi, sommes donc responsables de chercher des projets dans lesquels investir cet argent pour explorer un peu le monde de la blockchain et du trading. Et comment ça va jusque-là ? Eh bien, c'est parti plutôt bien, mais c'est pas super actuellement, mais bon, c'est de l'exploration, donc voilà. Pour en savoir plus sur OZDA, consultez ozda.com/labulle, osedea.com/labulle.
Donc, on continue avec la troisième nouvelle qui nous parle de Coinbase, qui est présentement, il y a pas mal de mouvements avec les exchanges de crypto, et particulièrement justement chez Coinbase, qui a entamé les démarches auprès de la SEC afin de proposer le service de courtage, en fond, de devenir un broker, comme on l'appelle. Donc, serait capable de proposer des titres de valeur mobilière basés sur la blockchain. Donc, en fait, vraiment de tokeniser des securities. Ça, c'est depuis qu'ils ont fait plusieurs acquisitions. En fait, ils ont fait l'acquisition de Keystone Capital Corp, de Venovate Marketplace et Digital Wealth, qui leur permettent d'acquérir une série de licences. En fait, ces compagnies-là avaient les licences, donc maintenant qu'ils ont acheté, ben, ils possèdent les licences. Aux États-Unis, il y a certains éléments crypto qui seront supervisés par la SEC, comme les valeurs mobilières et les fameuses securities. Mais dans le fond, ça va permettre, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment de les tokeniser, comme que je disais tantôt. Ça va être, dans un premier cas, ça va être l'occasion pour Coinbase de faire du trade over the counter avec des crypto securities. Le but final de tout ça pour Coinbase, ça serait directement comme je disais tantôt, de les tokeniser. Puis le fait de tokeniser des securities, ça va amener 3 points quand même majeurs. Ça va faire qu'il va y avoir un historique d'appartenance qui est quand même quelque chose de gros. Donc on va pouvoir suivre, disons, une action de Apple ou whatever, puis on va pouvoir suivre à qui elle a appartenu. Il va pouvoir avoir aussi du live trading 24 heures sur 24, parce que présentement, sur les plateformes d'échange de stocks normales, ben, il y a des heures d'ouverture et de fermeture dépendant de qu'est-ce que vous tradez. Puis il va y avoir un règlement direct. Dans le fond, ça va être entre 2 personnes directement. Ça va être live. Là. Donc voilà. Pour ce qui est de l'historique d'appartenance, ce que je trouve intéressant de discuter, c'est quand même que ça veut dire que les actions seront plus fongibles. Donc, ça se peut qu'une action, disons que Apple décide en fait, disons que l'action d'Apple est à 100$, mais ça se peut aussi que certaines personnes décident de les acheter plus cher parce qu'ils ont appartenu, disons, à Warren Buffett, tandis que d'autres personnes vont dire, ben non, nous autres, on veut les acheter moins cher parce que, disons, ils ont appartenu à Donald Trump, par exemple. Donc, ouais, ça va être un sujet quand même intéressant à voir. Ouais, je sais pas trop si ça peut... Effectivement, ça pose un point intéressant là-dessus. Où est-ce que du coup, une security, une action, au final, va coûter moins ou va coûter plus selon qu'elle a appartenu à quelqu'un. C'est vrai que c'est un point assez intéressant. Néanmoins, ça se posait la question parce que non, ce genre de document, en fait, les actions, on peut déjà récupérer le chain of title, c'est-à-dire justement cette historique d'appartenance des actions. Donc c'est vrai que c'est compréhensible quand même que ce soit quand même problématique pour certains. Non, moi, il y a juste un point en fait que l'on oublie ici, c'est que, enfin, que l'on oublie de signaler, c'est que les securities, c'est aussi quelque chose qui a posé problème avec les cryptos il y a l'année dernière avec l'explosion des ICO. Dans le cas des États-Unis, donc on se centre particulièrement sur les États-Unis, la SEC, a quand même signalé qu'elle va appliquer la règle des securities sur un case-by-case basis, au cas par cas, aux ICO. Concrètement, ce serait comme, il va considérer que les ICO, c'est la même chose que des offres publiques d'achat, et que donc des tokens que l'on achète lors d'une ICO, ça reviendrait en fait à des actions, et donc tombe selon la réglementation de la SEC. Et donc, l'une des choses justement que ça peut donner, c'est que, en gros, si Coinbase a cette licence, on pourra aussi trader des tokens qui viennent des ICO, qui viennent de Ethereum ou qui viennent de EOS, qui justement vient de lancer son mainnet. Ouais, non, c'est sûr. Mais non, ça apporte un bon point à savoir ce qui va se passer avec ça dans les prochains... dans l'avenir proche là, de tout ça. Bon, en tout cas, c'est pas... Ouais, en tout cas, c'est pas tout pour... Enfin, sauf si tu veux continuer là-dessus, mais en tout cas...
Non, ben, ouais, non, ben, en fait, le dernier truc que je voulais dire, c'est que parmi tu sais, il y a d'autres plateformes qui se sont déjà avancées là-dessus, mais pour ceux que on va pouvoir trader des crypto securities, il y a aussi Circle, qui est en fait Goldman Sachs, puis un nom assez spécial à dire, c'est Susquehanna, qui est basé en Pennsylvanie, qui va permettre... Susquehanna. Susquehanna. Je sais pas du tout comment on appelle ça, je t'avoue. Mais effectivement, ouais. Circle, c'est effectivement, on en avait parlé il y a 2 épisodes, je crois. C'était justement la compagnie backée par Bitmain, donc la compagnie, enfin Jihan Wu, quoi, et Goldman Sachs. Enfin, c'est pas tout en tout cas pour Coinbase, parce que Coinbase, il est ainsi en route pour le Japon. En effet, il a un partenariat déjà depuis quelque temps avec le groupe financier Mitsubishi, qui a investi déjà près de 1 milliard de yens, et Coinbase veut s'attaquer du coup au marché japonais. Il veut donc pouvoir offrir ses services au Japon, qui est donc le plus grand marché de la crypto, mais qui est déjà pas mal rempli de concurrence, parce qu'il y a déjà près de 16 exchanges qui fonctionnent là-bas. Non, c'est ça, c'est pas un marché facile. Là. Les autres s'attaquent direct en partant dans un marché, parce qu'il y a déjà 16 autres exchanges. C'est ça. Parce que j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de faire ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça bouge pas mal pour pas mal d'exchanges. Hein. Et je sais pas si vous voulez continuer un peu là-dessus, mais concrètement, on a aussi des news pour Binance, qui va s'installer à Malte. Et donc en mars dernier, ils ont annoncé qu'ils voulaient s'installer, et là cette semaine, c'est officiel, ils ont ouvert des comptes bancaires. Et donc déjà en fait, Binance c'était basé à Hong Kong avec il y avait 6 autres, en gros tout ce qu'on appelle donc les exchanges chinois étaient basés à Hong Kong. Il y en avait 7 au total. Il y a pas très longtemps, ils ont tous reçu donc une lettre qui venait du régulateur financier de Hong Kong qui disait que la loi sur les securities vont s'appliquer justement sur les cryptos, que de toute manière c'était risqué. De manière générale, le régulateur financier, il était très très frileux vis-à-vis de la crypto. Donc Binance a fait ce qu'il fallait pour essayer de partir. Ils ont choisi Malte, parce que Malte propose donc une réglementation qui est pas mal pro-crypto. Et donc le fait qu'ils ouvrent des comptes, dont des comptes bancaires à Malte, c'est aussi la première étape pour des paires fiat crypto sur Binance. Non. Ça serait un game changer quand même s'il y aura des fiat directement sur Binance, parce que présentement, Binance a une grosse part de marché pour les cryptos, en fait. Là, ils ont vraiment beaucoup de paires BTC avec les alt. Mais là, si j'ai plus besoin de passer par CoinSquare, disons, par exemple, ben là, c'est sûr que j'utiliserai juste plus CoinSquare. Donc ça va être intéressant. Bon, maintenant faut voir, hein, parce que Malte c'est l'Union européenne, donc si ça se trouve, ça sera juste pour les Européens dans un premier temps. Non, faut savoir aussi que l'USD c'est quand même un truc un peu délicat, parce que à partir du moment où on utilise l'USD, donc on utilise justement les règles. On doit se conformer aux règles américaines, où que l'on soit. Donc il y a pas mal d'interrogations pour l'instant, mais mais c'est très probable que pendant un moment on ait que de l'euro, ou peut-être d'autres monnaies fiat, mais peut-être pas l'USD dans un premier temps. Ouais. Non, au début. Non, c'est sûr. Ça va être intéressant aussi de savoir dans les prochaines années. Tu sais, on le voit déjà, il y a certains pays qui vont se positionner comme des pro-crypto, d'autres qui vont être un peu plus frileux. Tu sais, là, présentement, on le voit, là, ça donne quand même un avantage à certains pays. Un avantage. On va le voir dans les prochaines années, mais tu sais, on le voit, c'est comme le mal qui veut se positionner. Fait que là, Binance va aller là-bas, sûrement que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Puis après ça, là, Hong Kong, on voit qu'il y en a qui partent de là. Puis là, ça va être trop cool de voir ça dans les prochaines années, savoir qui va vraiment avoir réussi à tirer son épingle du jeu.
à Ouais. cause des cryptos. D'ailleurs, bon, faut quand même signaler, c'est que pas mal des acteurs de la crypto sont pas mal intéressés par tout ce qui est île. On sait, si on regarde un peu toutes les ICO qui ont lieu, on peut voir qu'une grosse partie d'entre eux, en tout cas, sont basés dans les îles britanniques, île de Jersey, île de Man, donc qui sont des îles avec des règles un peu plus laxistes sur les aspects financiers. Là, on a Malte qui veut se positionner dans le marché de la crypto, qui était déjà positionné dans les services financiers depuis pas mal de temps, qui sont quand même pris des remarques parce qu'ils font partie de l'Union européenne et qui sont presque un paradis fiscal. D'un autre côté, les acteurs de la crypto nord-américains sont pas mal intéressés par Puerto Rico pour faire ça, parce que Puerto Rico aussi c'est un territoire américain, mais ce n'est pas un État. Et il y a des règles aussi un peu spéciales d'un point de vue financier qui sont aussi assez intéressantes, aussi bien pour les banques au final que pour les cryptos. Enfin, et du coup on continue avec la chronique de Vivien Berish, qui est le créateur du Poisson Coin. À partir de cet épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir les chroniques de Vivien Berish, le créateur du Poisson Coin. Les chroniques satiriques de Vivien Berish. Peu de faux mots, fake news et autres joyeuseries parodiques en lien avec la blockchain et son monde. Bonjour, vous voici dans la première émission de Vivien Berish. Vivien Berish, c'est moi, CTO de la fondation Poisson Coin, chercheur en cryptographie pataphysique. Alors, nous voici dans une émission totalement décalée, avec des nouvelles qui n'ont jamais eu lieu, des flash infos d'infos inexistantes, et des prédictions de marché totalement bidons, tout ça consacré à la plus grande des révolutions contemporaines, j'ai nommé la blockchain. Alors, on va tout de suite commencer par un flash info. CryptoKitties pour commencer, ce jeu de chatons basé sur des smart contracts Ethereum. Avec le désintérêt des crypto-monnaies depuis quelques mois, de nombreux chatons sont abandonnés dans le cloud. Les associations de défense des animaux ont fait part de leurs inquiétudes et ont demandé à Vitalik Buterin de réagir au plus vite. Verge, la crypto-monnaie préférée de McAfee, s'est faite hacker pour la deuxième fois. Il semblerait que les antivirus de son mentor ne soient pas très efficaces. Bitoken, ce projet de crypto-monnaie dans le domaine du partage de maisons, façon Airbnb, s'était fait hacker il y a quelques mois. Sa mailing list et les souscripteurs s'étaient fait voler de l'argent. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce seraient des couchsurfers, des hippies mais un peu vieillissants qui auraient fait le coup. Ils voulaient continuer à dormir gratos chez des particuliers mais sans plus subir leur présence. Enfin, Poisson Coin, pour la première fois, une blockchain, un algorithme a fait grève. Les revendications sont des jours de congé pour la blockchain garantis par un smart contract. C'était évidemment le 1er mai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le Steemit de Vivien Berish. Nous passons maintenant sur notre focus sur la fake news du jour. La région de Naples, en Italie, est sous le choc. Depuis des décennies, les campagnes autour de Naples sont empoisonnées par des déchets toxiques, enfouis ou incinérés illégalement par des groupes mafieux, ce qu'on appelle les terres brûlées. Les mêmes groupes mafieux produisent des contrefaçons en tout genre, lunettes, textiles, objets de luxe. Mais ce qu'ont découvert récemment les carabinieri laisse vraiment sans voix. Ils ont démantelé une usine de contrefaçon de Tether, de l'USDT. L'USDT, c'est la fameuse crypto-monnaie qui permet à des délinquants en col blanc de produire fictivement des millions de dollars. Alors, nous allons écouter l'interview de notre envoyé spécial Vivien Berish qui a interrogé Antonio Marandino, le chef des carabinieri.
È la prima volta che vediamo una storia così. C'est la première fois que nous voyons une histoire comme ça. Nous avons l'habitude d'usines de contrefaçon textile gérées par la Camorra où travaillent des clandestins asiatiques. Ma mai una fabbrica di criptovaluta illegale. Mais une usine de crypto-monnaie illégale, vraiment, c'est la première fois. Voilà, et ce qui étonne le plus dans cette affaire, c'est enfin la composition des travailleurs. C'est-à-dire que, aux commandes, il y avait des elfes. À la tâche de fabriquer des contrefaçons, il y avait des hobbits. Et enfin, pour gérer la sécurité, c'était des gobelins. Voilà, donc c'est une organisation qui est rondement menée et qui nous rappelle de nouveau que l'USDT est réellement une monnaie de singe et une des plus grandes arnaques du moment. Voilà. Nous passons pour finir aux prédictions et aux conseils d'investissement en utilisant une science exacte, une science qui est plus fiable que l'analyse technique et que l'intelligence artificielle, à savoir l'horoscope. Bélier, foncez sur Cardano. Taureau, le rouge vous excite, privilégiez le short. Gémeaux, investissez l'Omisgo. Cancer, vous avez abusé du Bitcoin Cash, faites une cure. Lion, refaites-vous une santé grâce au Dentacoin, la crypto des dentistes. Vierge, éloignez-vous de Verge, c'est une crypto porno. Balance, étudiez l'arbitrage. Scorpion, attendez un meilleur moment pour attaquer. Sagittaire, votre caractère vif incite au swing. Capricorne, apprenez les smart contracts en JavaScript, le LISC est pour vous. Verseau, laissez couler le marché pour le moment. Poisson, transférez tous vos Litecoin en Poisson Coin, votre crypto-monnaie préférée. Ces chroniques sont maintenant terminées. Si vous voulez des informations plus fiables, je vous redirige bien entendu sur la bulle crypto. Et si vous voulez d'autres informations sans queue ni tête, eh bien rendez-vous sur steemit.com/vberish avec 2 R. À la prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si jamais, vous pouvez aller nous mettre des étoiles sur iTunes ou en fait sur YouTube, peu importe. On vous rappelle qu'on accepte toujours les donations en BTC, Ethereum, tous les tokens ERC20. C'était tout pour cet épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci, bonne semaine. Salut!